avec Melanie Klein vont s'accentuer tout au long de sa vie professionnelle et Winnicott, lui s'intéressant à la santé physique et à l'environnement de l'enfant et elle au fantasme du monde interne des enfants. À tel point que les Kleiniens, en 1960, alors que Melanie Klein était déjà morte, vont interdire expressément à leurs étudiants en psychothérapie de l'enfant d'assister aux conférences publiques de Winnicott. C'est le cas par exemple de Frances Tustin. Son mentor de Frances Tustin était Esther Blake. Elle a dit qu'elle a appris à ne pas lire Winnicott. Qui a dit Esther Blake Non, ou Frances Tustin. Entre 1941 et 1945, la période des controverses eut lieu. Deux groupes, donc là c'est déjà pendant la Deuxième Guerre, deux groupes ont commencé à lutter pour résoudre les questions de la nature de la psyché du nourrisson, la datation du complexe d'Oedipe et de la formation du surmoi. Anna Freud regardait avec scepticisme les observations de Klein sur la vie fantasmatique du nourrisson qu'elle postulait teintée d'angoisse paranoïde et persécutrice et ils s'insultaient parmi ça, les deux groupes. Dans une lettre de James Strach à Edward Glover, il se lamente. Mais pourquoi faudrait-il que ces misérables fascistes et ces foutus étrangers communistes envahissent notre île paisible et conciliante? Je n'ai pas compris. Strach? James Strach. C'est qui les communistes? Je ne sais pas. Il faut le demander à James Strach. Mais c'est bizarre parce qu'ils avaient. Comment? On a l'impression qu'ils Je critiquent pense que Anna les Freud. étrangers. C'est des étrangers, je pense. Oui, mais c'est vrai que Melanie Klein était une étrangère. Était une étrangère, tout le Mélanie, monde. les deux étaient Oui. étrangères. Pourquoi faudrait-il que ces misérables fascistes et ces foutus étrangers communistes envahissent notre île paisible et conciliante? Voilà. Il est assez diplomate, Winnicott, et crée le groupe du milieu ou des indépendants avec Balint, Bowlby, Mazurkan, Pearl King, John Glover, Margaret Little, Marian Milner, Charles Rycroft. Pendant l'engagement de la Grande-Bretagne dans la Seconde Guerre mondiale, il accepte une place de psychiatre conseil dans le cadre du plan d'évacuation établi par les gouvernements et plus particulièrement des foyers d'accueil des enfants évacués. Et c'est là qu'il a connu Claire Britton, une assistante sociale qui deviendra sa maîtresse et ensuite épouse, et il travaillera de 1939 à 1946 avec elle, dans ce contexte d'accueil d'enfants déplacés par la guerre. Et Claire Britton va devenir après, je vais vous lire à la fin, un peu une psychanalyste aussi, qui a fait d'autres analyses avec d'autres personnes. Donc les années 40 ne ménagèrent pas Winnicott, au chaos international et national s'ajoutent des bouleversements dans sa vie privée, notamment la mort de son père à 93 ans en décembre 1948. Très peu de temps après, il subit une série d'infarctus de myocarde qui l'affecteront jusqu'à sa mort. Cette attaque coïncide aussi avec la dissolution de son couple avec Alice, aussi une fillette anorexique qu'il suivait mourut à l'hôpital. En 1951, 2 ans après la fin de son mariage, il épouse Claire Britton, alors qu'ils étaient amants depuis 1939. Ils partageaient le même intérêt professionnel pour les enfants et la psychothérapie, et la même passion pour la danse. Parce que Winnicott, il dansait beaucoup, il chantait, il jouait du piano, il adorait donc ça. Donc c'était pour lui une ère de jeu et une ère importante pour lui. Elle obtiendra son titre, donc Claire Britton, son titre de psychanalyste en 1961, après une cure analytique par Clifford Scott, la même qui avait suivi son ex-femme, donc Alice Buxton. Ensuite, elle fait une cure avec Melanie Klein, donc Claire. Et après la mort de Winnicott, elle fera 2 autres cures avec Lois Munro et Peter Lomas. Toutefois, Klein lui fait le même reproche qu'à Winnicott. Ça ne sert à rien de parler de votre mère, car nous ne pouvons rien y faire maintenant. Donc, fini comme ça. Mais Melanie Klein, de son côté, disait à Winnicott que Claire n'était pas analysable car elle était trop agressive. Ouais. Ça veut dire, Melanie Klein disait que la mère et elle n'intéressent pas.
n'est-ce pas? Voilà, s'intéressait le fantasme. Ouais, c'est que la etc. mer imaginaire. Et puis il y avait aussi à cette époque, mais ça a duré longtemps, le qualificatif de non analysable. Celui-là est non analysable. Quand je suis arrivée ici en Suisse, parmi les jeunes psy, il n'est pas analysable. C'est C'est bien attaquer de quelqu'un. débilité ou bien... Non, pas de débilité. Non, mais pour... Non, ça vous êtes quelqu'un de pas très non, intéressant. je pense que c'était une psychotique. Les psychotiques, les pas analysables. C'est une question politique. Lorsqu'on veut accuser quelqu'un, on dit oui, pas analysable. bien sûr que c'est politique, mais l'argument de base était la psychose. Ou antisocial, psychopathe ou quelque La chose comme ça. de perversion, toute non? façon. La perversion était aussi un peu... Peut-être, oui, peut-être. La aussi. perversion, justement. Ouais. Freud il discutait déjà de ça dans l'analyse terminable, interminable, se demandait pourquoi les analystes, lorsqu'ils s'attaquent entre eux, ils disent que l'autre n'a pas terminé son analyse. Oui. Et là, c'est une variante de n'a pas terminé son analyse. De toute façon, il ne terminera jamais parce qu'il est inanalysable. Mhm. Donc, elle a écrit quand même pas mal de textes intéressants, c'est clair, mais on ne le connaît pas. Hein. Donc, en 1964, elle a rejoint le département du ministère de l'Intérieur comme directrice de soins à l'enfance. Donc, c'est un poste gouvernemental anglais. Elle occupe ce poste jusqu'à sa retraite forcée aussi en 1971. Et elle est considérée comme ayant stimulé Winnicott, qui produisit ses œuvres les plus originales et plus importantes à l'époque de son deuxième mariage. Donc là, c'était la querelle entre Masoud Khan, qui a stimulé. Celui-là dit que c'est clair, il parle peu de Masoud, et c'est, voilà, quand Winnicott meurt, c'est là que Masoud découvre un peu cette hostilité envers lui. Ouais, en fait, l'hostilité envers Winnicott, c'est déclinienne, n'est-ce pas? Surtout a commencé après la mort de Melanie Klein. Parce que Melanie Klein, elle aimait Winnicott, et donc elle protégeait un peu Winnicott des kleiniennes. Mais une fois qu'elle est morte, alors là, les kleiniennes, elles ont attaqué avec violence Winnicott et ensuite Masoud Khan. Alors, les 2 décennies 1950 et 1960 furent bien remplies pour Winnicott, à la fois conférencier, enseignant, superviseur, auteur, s'occupant aussi des tâches administratives et institutionnelles. C'était un orateur né, faisant salle comble à chacune de ses conférences. On lui disait que sa présence faisait aussi bien que les Beatles. Il travaillait beaucoup au préalable pour ses conférences, mais elle semblait informelle parce qu'elle s'appuyait sur un noyau de connaissances qu'il avait pleinement intégré. C'était un des premiers à être invité par la BBC ou bavarder avec les parents entre 1939 et 1962. Donc pendant la guerre, elle a commencé ses émissions par la radio. Donc c'est le premier psy et médecin qui a un peu entré dans les médias. C'était le Françoise Dolto de l'époque. Voilà. Oui, Marcel Et Ruffaut. il paraît que pendant la guerre, il allait donc sous les bombes pour aller au studio d'enregistrement au centre de Londres. Une de ses interventions radiophoniques a fait un grand succès, c'est Getting to Know Your Baby, et a été publiée ultérieurement en brochure en 1945. Elle était constituée de 6 épisodes, il y avait déjà des séries. La seconde série était sur le thème de la mère ordinaire, normalement dévouée. Je vais revenir sur ça. Ces émissions touchèrent des millions de gens. Il était assisté d'une secrétaire irréprochable, c'est Joyce Coles, qui a toute sa vie travaillé pour lui, et aussi par Masoud Khan. Là, il parle de Coles tapait, Masoud Khan corrigeait. Tous les dimanches matins, Khan vouait 2 heures ou davantage à cette tâche. En plus, il consacrait énormément de temps à sa correspondance, donc Winnicott. Sa secrétaire conservait des copies en papier carbone de toute sa correspondance. Il a été 2 fois président de la British. Il participa à la fameuse commission d'enquête de l'IPA chargée d'examiner les pratiques cliniques tenues pour douteuses de Jacques Lacan. En 1953, avec ses collègues Phyllis Greenock,
Hofer et Chandler de Groot, ils interrogèrent plusieurs membres de l'IPA de Paris et ils ont émis de sérieuses réserves sur l'activité de praticien de Lacan. Il paraît que, voilà, ça c'est le chapitre. Et Winnicott, il voulait être anobli par la reine Elisabeth, mais ça n'a jamais arrivé. Donc, il était petit, 1m67, mince, avec une tête un peu disproportionnée, un regard pénétrant, bleu, un visage creusé et taillé à la hache, avec des costumes taillés sur mesure, mais toujours froissés. Il se contorsionnait souvent. Il fut toute sa vie un bourreau de travail, il aimait chanter, jouer du piano, très ami avec Harry Carnac, donc de la fameuse librairie anglaise. Et sa personnalité était perçue comme impartiale, plaisant, le cœur sur la main, solitaire, déterminé, extrêmement modeste, chaleureux, amical, charmeur, dynamique, et aussi lutin. Il était un peu excentrique, mais on ne sait pas quelle est l'excentricité. Son ralentissement a commencé à la fin des années 60. En 63, après 40 ans d'exercice au Paddington Green, il est poussé à la retraite. Il le dit à son ami John Rawling Rees que c'était à cause de son grand âge. Il devient médecin consultant honoraire. Sa remplaçante sera Susan Isaacs, mais il continuait à collaborer avec la Tavistock et la Hampstead Child Therapy Clinic entre 69 et 70. Grand âge, ça veut dire quoi? Hein? Il avait quel âge? 69. Alors vous faites... Parce qu'il n'est pas décédé très vieux. Mais quand même, il faisait beaucoup plus vieux que ses 73 ans. Donc, voilà. C'est ça. C'est C'est pas- 73. De nos jours, c'est pas grand-chose, ça. Oui. Donc, alors, Susan Isaacs, elle fait un peu la... C'est une des avant-propos qu'il a pris. Donc, Susan Isaacs écrit pour ce livre. Sans être d'accord avec Carr, donc l'auteur, et bien d'autres qui voient lui un psychanalyste de génie, je suis convaincue du génie de Winnicott dans certains domaines liés à la santé mentale et au bien-être de l'enfant, et j'ai tenté de dire ici brièvement pourquoi, de mon point de vue. Voilà. Donc, elle était l'écriture claire, fluide et sobre de Carr reflète la démarche honnête et véritablement scientifique de son enquête. Il me paraît évident que plus d'un lecteur y verra une introduction passionnante à la vie et à l'œuvre d'une personnalité qui le fut tout autant et que beaucoup comme moi attendront à la suite avec impatience. Quelles que soient mes divergences avec l'auteur à propos de Winnicott, je ne peux que recommander cette lecture qui stimule le débat et contribue aux recherches toujours en cours sur sa vie et son œuvre. Donc là, elle émet une petite divergence. Donc, dans ces 20 dernières années, ses problèmes cardiaques se multiplient et un infarctus lui coûte presque sa vie lors d'une communication mémorable à la Société psychanalytique de New York sur l'utilisation de l'objet de 1968. L'accueil fut glacial et les reproches incendiaires. En retournant dans sa chambre d'hôtel, il s'écroule d'un infarctus massif du myocarde. Suit un édème pulmonaire et une grippe asiatique, que vous savez, cette grippe qui était un peu comme l'équivalent du Covid, entre 67 et 69, aux États-Unis et en Europe. Après une longue période à l'hôpital, il fut accompagné par 2 infirmières dans l'avion qui le ramenaient à Londres. Un jour, ils auront ma peau, disait un confrère, faisant allusion aux psychanalystes américains et à leur hostilité. Et je peux vous lire juste ce qu'il dit par rapport à cette conférence qui était un peu la cause de cet infarctus. C'est quelle année cette conférence? 68. Et 2 ans avant sa mort. Son texte, c'est l'utilisation de l'objet. Dans le modèle de cure beaucoup plus interactionnel présenté par Winnicott,
Le patient utilise l'analyste et peut même tenter de le détruire, il y avait cette notion de destruction, pour garder un certain sentiment d'équilibre psychique. Or, il n'était pas question pour les praticiens américains de cette génération de laisser le patient les utiliser, comme le faisait Winnicott généreusement. C'est pourquoi ils s'en prirent à lui. Son texte sur l'utilisation de l'objet souleva une controverse telle qu'il lui faudra y revenir plus en profondeur dans un certain nombre d'écrits. Donc il rentre à Londres et il va réécrire et réaménager ce texte. En dépit de toutes ces difficultés, Winnicott a conservé jusqu'au bout toutes ses facultés mentales et sa perspicacité clinique. Son ami Michael Balint mourut brutalement avant lui d'une fibrillation ventriculaire aiguë. Il était comme son double. Alors, et je vous décris la dernière nuit de Winnicott, c'est assez poignant. Pourquoi son double? Il était très ami avec Balint. Ah oui, parce que les deux, ils avaient une technique Voilà. Et ils assez étaient souple. du même âge, Ouais. je pense. Et je m'excuse, c'était à New York cette conférence. Oui. Donc, la dernière nuit, ces dernières heures assez poignantes furent marquées des regrets. Dans la soirée du dimanche 24 janvier 1971, son ex-analysant et fidèle élève Masoud Khan, qui édite et révise tous ses ouvrages, rentre à Londres après un déplacement à l'étranger. Vous vous souvenez, il est rentré de l'Inde, du Pakistan. Voilà. Il trouve dans son courrier les épreuves finales de Jeux-réalité, envoyées par les éditeurs et les éditions de la Tavistock. Sachant que la publication de son nouveau livre lui fera plaisir, il s'apprête à appeler Winnicott, puis, voyant qu'il est déjà 23 heures, il décide d'attendre jusqu'au lendemain. 5 heures plus tard, Winnicott mourait d'une insuffisance cardiaque foudroyante. De 21h45 à 22h, ce soir-là, Claire et lui avaient regardé Good Old Summertime, un court-métrage burlesque en couleur sur BBC 2, une amusette tournée un jour d'été, avec 2 voitures anciennes, 3 automobilistes et 5 jeunes filles. Selon le programme de télévision du Radio Times, à la fin, Winnicott murmura « Quel bonheur ce film !» Ce furent apparemment ses derniers mots. Ensuite, Claire s'endormit et lorsqu'elle se réveilla, elle découvrit assis par terre son mari qui avait rendu l'âme, la tête blottie contre son fauteuil. Il était 4 heures du matin et c'était lundi 25 janvier 1971, quelques mois avant son 75e anniversaire. Voilà.